Vous écoutez Mystère Radio. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous, ce soir, Mort à la sauvette, drame radiophonique de Jacques Fayet, avec Henri Poirier, Pierre Vernier, Geneviève Morel, André Tincy, Jean-Charles Thibault, Laurence Weber, Arlette Thomas, Lisette Lemaire, Christine Elsen, Gaëtan Jor, Georges Aubert. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent. Chef opérateur du son Jean Doleron, collaboration technique Geneviève Leroux, assistante Marie Vouilloux, réalisation Pierre Billard. Bonjour, monsieur le commissaire. Bien, vous êtes encore là, Mme Fournier? Vous êtes en retard? Oh non, monsieur le commissaire, c'est vous qui êtes en avance. Il est à peine 2 heures. Mais je vais vous laisser votre bureau. Je terminerai quand vous serez parti. C'est ça. Merci. Et qu'est-ce que c'est que ces fleurs? Des jonquilles. Je vois bien, mais qui les a mises là? C'est moi, monsieur le commissaire. Hier, je suis allé à la campagne, alors j'ai pensé que... Comme ça fait juste un mois aujourd'hui que vous m'avez fait employer ici... Enfin, j'ai pensé que ça vous ferait plaisir. C'est très gentil à vous. Merci. Déjà de retour, patron? Et vous avez pas pris le temps de déjeuner aujourd'hui? Bonjour, Madame Fournier. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bon, je vais vous laisser causer. Je reviendrai plus tard. C'est ça. Vous êtes allé à la campagne hier, patron? Non, pourquoi? Ces fleurs, là. Ah, c'est Mme Fournier qui les a apportées ce matin. Ah, Mazette, elle vous gâte. Décidément, vous êtes le mauvais génie du petit personnel de la PJ. Il y a un mois, vous renvoyez une femme de ménage parce qu'elle buvait et qu'elle furetait partout, et vous intriguez pour qu'on en engage une autre qui est votre protégée. Et aussitôt, votre premier soin est de jeter le trouble dans cette âme simple et sereine. Ah, Don Juan. Non, mais c'est curieux, Maxime, comme tu persistes à faire des plaisanteries qui n'amusent que toi. Hein? Eh bien, que voulez-vous, charité bien ordonnée commence par soi-même. D'ailleurs, les histoires des autres ne me font pas rire non plus. Je les comprends jamais. On répond? Tu réponds. Moi? Ah bon. Allô? Allô, oui? Inspecteur Maxime de la PJ. Oui, je note. Rue Ordonnaire. À quelle heure? Bon, entendu. Comment ça s'écrit? T-R-I-G-E-M-I-N-E. Trigémine. Oui? Oui, merci, on y va tout de suite. C'est le 18e arrondissement, patron. Hein? Oui, c'est un toubib du 18e qui a été appelé ce matin en consultation rue Ordonnaire, mais sa patiente était morte. Empoisonnée. À la trigémine. T'as l'adresse du docteur? Oui, patron, je l'ai noté. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Va l'interviewer sur le poison, moi je vais rue Ordonnaire. Rendez-vous ici. Entendu, patron, mais je vous préviens, vous aurez affaire à la concierge. La femme de la rue Ordonnaire vivait seule. Oh, elle vivait seule. C'est vite dit, ça. Si vous voulez savoir si elle était mariée, alors je peux vous répondre tout de suite, elle l'était pas. Mais elle vivait pas seule pour autant. Un ami? Oh, sans vouloir en dire du mal, la pauvre, elle en avait plusieurs. C'était un vrai défilé. Pour tout vous dire, monsieur le commissaire, elle n'avait pas de métier. Enfin, je veux dire, pas un métier honnête comme vous et moi. C'était pas malheureux, hein, dans une maison bourgeoise. Oh, il y a eu des plaintes, mais
Qu'est-ce que vous voulez que le gérant lui dise? Et payer son loyer. Même mieux que certains, ça on peut le dire. Puis quoi, hein? La vertu, c'est pas dans le bail. Sans ça, il y aurait des appartements. Oh, bien des fois, je lui ai dit, Mme Madeleine, mais on l'appelait par son prénom dans le quartier. Mme Madeleine, avec votre genre de vie, vous arrivera des ennuis. Elle riait, la malheureuse, comme si j'étais folle. Et pourtant, hein, je croyais pas si bien dire. Vous connaissiez les hommes qui montaient la voir? Oh, non, monsieur le commissaire, non. Je pouvais pas les reconnaître. C'était rarement les mêmes. Puis, je leur demandais pas leur nom. D'autant que souvent, elle les raccompagnait elle-même. Chacun est libre de recevoir qui il veut, pas. Les concierges n'ont rien à y voir. Quoi qu'on dise, on est aussi discrète que les autres. C'est vous qui avez découvert le corps? Oui, c'est moi. Oh, même que ça m'a choqué, comme on dit. J'en suis encore toute retournée, c'était ce matin. Généralement, je lui faisais ses courses, puis je lui montais son panier dans la matinée. Ces femmes-là, ça se lève jamais de bonne heure. Elle m'avait donné une clé. Je suis monté vers midi. Elle était encore couchée, je me suis pas étonné. C'était comme ça tous les matins. Alors, je lui ai crié de se réveiller et je suis allé dans la cuisine ranger les provisions. Et quand je suis revenu dans la chambre, elle dormait toujours. Alors, j'ai voulu la secouer, mais son bras était tout froid. Oh, j'ai eu peur, j'ai appelé le docteur aussitôt et c'est lui qui a décidé d'avertir la police. Vous n'avez touché à rien dans l'appartement? Oh, non, monsieur le commissaire, j'ai eu bien trop peur. Non, tout était comme vous le voyez maintenant. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on ait pu voler quelque chose? Ah non, on n'a rien volé. Même pas son argent qui est dans l'armoire, dans une boîte en fer. C'était ses économies. Pour aller à la campagne, qu'elle disait. Hein. C'était son rêve à cette femme. Prendre un petit bar en gérance au bord de l'eau. Et pour elle, c'était la meilleure solution. Et elle avait pas de famille. Personne. Mais elle restait toujours dans le quartier, elle ne sortait jamais? Ou rarement. Pour ainsi dire, une seule fois par semaine, le jeudi. Elle avait une copine qui était ouvreuse dans un cinéma de Pigalle. Alors elle allait voir le spectacle à l'œil une fois par semaine. Une fois, elle m'avait emmené. Ah, pour se faire dire ce qui est, quand on lui rendait service, elle était régulière. C'était un film de cow-boy. Oh, c'est pas tellement que j'aime ça, mais c'était gratuit, alors, n'est-ce pas? À la sortie, je voulais lui offrir une glace chez une cousine à moi qui tient un café au but de Chaumont, mais il fallait changer 2 fois, tandis que de Pigalle à la rue Ordonnaire, c'est direct. On descend à Max d'Ormois et on est chez soi. Ah, c'est pratique tout de même, hein. Moi, ça me fatigue à cause des escaliers, mais Mme Madeleine, elle s'en fichait pas mal des marches. C'était encore une jeunesse, elle. Ah, comme quoi, hein, monsieur le commissaire, on est bien peu de choses. Oui. C'était hier jeudi, hein. Alors, elle est allée au cinéma comme d'habitude. Mais oui, je l'ai vue partir comme tous les jeudis. Elle aurait eu bien tort de pas en profiter parce que ça lui coûtait le prix de 2 tickets de métro. Alors pensez. Finalement, patron, ça vous a pas appris grand-chose. T'as vu le docteur? Oui, c'est la concierge qui l'a appelé, comme elle vous l'a dit. Alors tout d'abord, il a dit crise cardiaque, mais en examinant mieux le visage de la morte, il en est arrivé à penser que la crise cardiaque avait été provoquée par un poison, la trigémine. Alors naturellement, il a refusé le permis d'inhumer et il a appelé aussitôt le commissariat du 18e. L'Institut médico-légal décidera s'il a tort ou raison. T'as donné des renseignements sur la trigémine? Oui. Alors, prise à petite dose et sous contrôle médical, c'est un régulateur du nerf trijumeau. Et prise massivement, cela provoque la paralysie de la face et enfin l'arrêt du cœur. Alors, ce produit se présente aussi bien sous la forme solide que liquide et ne s'obtient naturellement que par ordonnance. Non, bougez pas, patron, je connais mes devoirs. Allô? Oui? Le commissaire Frémont? Oui, il est là, oui. Oui, j'ai de quoi écrire. Ah bah ça alors? Non, rien, continuez. Oui, le rapport est déjà arrivé? Je note. Ouais, c'est inutile d'appeler, je sais comment ça s'écrit. Oui, je l'avertis tout de suite. Merci, à plus tard. Qu'est-ce que c'est? Le commissariat de Neuilly, patron. Un enfant de 12 ans empoisonné à la trigémine. Donne-moi l'adresse, j'y vais. Toi, reste ici pour attendre le rapport de l'Institut médico-légal sur la femme de la rue Ordonnaire. Et viens me retrouver si tu peux. Entendu, patron.
Non, monsieur le commissaire. Je n'étais que sa belle-mère. Philippe avait 3 ans quand j'épousai son père. Je pourrais vous dire, monsieur le commissaire, que je le considérais comme mon propre enfant. Ce serait inexact. L'attitude même de mon mari me l'aurait interdit. Il donnait à Philippe une affection très exclusive. Il n'aurait pas supporté que le petit se rapprochât trop de moi. Nous avons donc observé l'un et l'autre une distance que les années accroissaient sans cesse. Nous n'en souffrions pas. Je ne peux répondre que pour moi, bien sûr. Mais les enfants, quand ils sentent qu'on ne répond pas à leur affection, ont une attitude particulière pour se refermer sur eux-mêmes. Et ignorer à leur tour les gens qui les négligent. Vous vous en occupiez, cependant? Très peu. Enfin, pour ainsi dire, jamais. Mon mari donna à son fils une gouvernante, ce qui fait que nos rapports se réduisirent à peu de choses. À la simple courtoisie qui règne entre gens bien élevés. Nous aurions pu vivre comme cela très longtemps si mon mari n'était pas mort l'année dernière dans un accident d'avion, me laissant tutrice légale de Philippe. Cette nouvelle situation nous rapprocha un peu. Mais je pense qu'il y entrait plus de raison que de cœur. Enfin, pour moi, tout au moins. Que voulez-vous dire? Je veux être franche, monsieur le commissaire. D'abord, le petit garçon de 3 ans que j'étais prête à aimer avait grandi. Et puis... Oui? C'est Philippe qui hérita la fortune de son père. Je n'en ai eu que l'usufruit. Vous comprendrez dans ces conditions que je tenais au maximum à me rapprocher de mon beau-fils. Considérable, cette fortune? Très considérable. Vous ne me posez pas la question, monsieur le commissaire, mais je la sens qui vous brûle les lèvres. C'est moi maintenant la légataire universelle de mon mari. C'est embêtant pour moi, je suppose. C'est embêtant si vous avez quelque chose à vous reprocher. Oh, c'est monstrueux. Je n'avais pas d'affection particulière pour lui, mais c'était tout de même un enfant. Il me semble qu'il doit falloir un affreux courage pour faire du mal à un enfant. Oui, du courage. Ou de la lâcheté. Qu'a fait Philippe hier? Comme tous les jeudis, il est allé déjeuner chez sa grand-mère à l'Étoile. Seul? Oui. Et ensuite? Ensuite, il devait aller retrouver des camarades pour jouer au football au bois de Boulogne. Mais j'ai trouvé dans sa poche un billet de Cirque Medrano. C'est sa grand-mère, sûrement, qui lui aura encore donné de l'argent. Elle le gâte sans arrêt. Tous les jeudis, c'est la même comédie. Il revient les poches pleines de bonbons et de sottises qu'il achète en route. Monsieur le commissaire, je suis contre le fait de donner trop d'argent aux enfants. Ça leur fausse le jugement. Moi, je n'en donnais pratiquement jamais à Philippe. Juste de quoi acheter ses tickets de métro. Merci, madame. Ce sera tout pour l'instant. Je vous raccompagne, monsieur le commissaire. Par ici, s'il vous plaît. Au revoir, madame. Au revoir, commissaire. Ah, je vous attendais, patron. Alors, la femme de la rue Ordener a bien été, elle aussi, empoisonnée à la trigémine. Ouais. Oui, mais c'est pas tout. Figurez-vous que tout à l'heure... Attends, récapitulons. Oui, non mais attends... Tais-toi, allons dans l'ordre. Pour la femme de la rue Ordener, nous n'avons pas le moindre indice. Nous pourrions dire que c'est une victime anonyme. Elle vivait seule, sans famille, sans attache. Du moins, sans attache connue. Elle amassait sou après sou un pécule qui devait lui assurer une vieillesse tranquille. Voilà, c'est tout ce que nous savons. Le vol, qui est le mobile auquel on a pensé en premier lieu, a dû être exclu, puisque cet argent, on l'a retrouvé dans sa cachette en fer, au fond d'une armoire. Le crime d'un sadique semble exclu aussi, étant donné la position normale du corps, et l'absence de sévices, et puis surtout l'emploi du poison, qui implique la préméditation. Reste le crime passionnel. Oui. Et pour qu'il soit retenu, il n'y en est pas moins difficile, voire impossible à prouver. L'activité de cette femme et le défilé d'hommes qu'elle recevait chez elle, au vu et au su de tout le monde, rendent bien fragile cette hypothèse. Si elle avait du crainte de jalousie, elle serait cachée davantage. Oui, et pour le crime de Neuilly? Tu vois, pour le crime de Neuilly, c'est un peu différent. Il y a un mobile, l'intérêt. La belle-mère de Philippe se trouve maintenant à la tête d'une fortune importante qui allait lui échapper dans quelques années. Il reste donc à prouver que cette femme s'est bien procurée de la trigémine et qu'elle l'a fait absorber au petit garçon. Oui,
À supposer qu'elle est coupable, nous ne sommes pas plus avancés sur l'affaire de la rue Ordener, car il n'y a qu'un facteur commun à ces deux crimes, le poison employé qui est le même à chaque fois. C'est donc forcément le même assassin. Ouais, ça, on peut admettre une coïncidence. Mais en fait, quel rapport peut-il y avoir entre une femme de mauvaise vie et un petit garçon de 12 ans? Peut-être s'agit-il d'un fou? Mais naturellement, c'est la première idée qui vient. Un fou qui frapperait au hasard, comme ça, sans raison apparente. Oui, et cela expliquerait, patron, le 3e coup de fil que j'ai reçu tout à l'heure. Non, tu veux pas dire que... Si, patron. Juste avant que je vienne vous rejoindre. Un coup de téléphone de Saint-Ouen. Un homme s'est écroulé dans la rue en rentrant chez lui. Il s'agit d'un ouvrier zingueur qui travaille à Puteaux. T'as la voiture? Bah, naturellement, patron. Voilà, en route à Saint-Ouen. Je sais, madame, combien il doit vous être pénible de répondre à mes questions. Mais comprenez aussi qu'il nous faut rechercher qui a tué votre mari, puisque les médecins sont formels. Il est mort empoisonné. Je voudrais vous aider, monsieur, mais je sais rien. Rien. Bon alors, racontez-moi la journée de votre mari. Il s'est levé à 6 heures, comme d'habitude, puis on a déjeuné ensemble. Oui. Puis à 7h moins le quart, il est parti pour l'usine. Comment se rendait-il à son travail? En métro jusqu'au pont de Neuilly, puis il prenait l'autobus jusqu'à Puteaux. Quand il est parti au travail, il vous a paru normal? Comment ça? Oui, enfin, je veux dire, il ne se plaignait pas déjà de maux de tête, de crampes d'estomac, de vertiges Oh non. Non, il a déjeuné normalement. Du café noir, puis du pain. À midi, où mangeait-il? À l'usine. À la cantine? Oh non, je lui préparais une gamelle, ça revenait un peu plus cher, mais... Il disait que ça le reposait davantage de manger seul. Et à quelle heure rentrait-il le soir? À 8h30. Régulièrement? Ah oui. 10 minutes avant, enfin 10 minutes après, quoi, ça dépendait des autobus, ça. Oui. Depuis quand étiez-vous mariés? Oh, bah ça aurait fait... 8 mois mardi prochain. C'est affreux. Où avez-vous connu votre mari? À l'usine, il venait de terminer son service militaire. Moi, je suis dans les bureaux. Et pourquoi n'êtes-vous pas parti avec votre mari pour l'usine? Je travaille plus, monsieur. J'étais un enfant. Connaissiez-vous des ennemis à votre mari? Des ennemis? Oui. Monsieur l'inspecteur, on n'est pas des gens assez importants pour en avoir. Puis qui nous en aurait voulu? On connaît personne. On sort presque jamais. Tout notre temps de libre, on le passe ici à arranger notre appartement. Mais avant votre mariage, comment vivait votre mari? Comment? Seul? Oh, bah, naturellement, oui. Non, pardonnez-moi cette question, madame, mais avant votre mariage, votre mari avait-il une liaison? Une liaison? Oui. Enfin, pensez-vous qu'avant qu'il vous rencontre, votre mari ait pu promettre le mariage à une jeune fille? Mais non, monsieur l'inspecteur, bah évidemment pas. Et pourquoi? Oh, bah... Parce qu'il me l'aurait dit, monsieur l'inspecteur. Bon, je vous remercie. Nous vous convoquerons plus tard. Excusez-nous. Oh, mais vous excusez pas, monsieur le commissaire, je comprends très bien. Au revoir, monsieur. Madame? Qu'en penses-tu, Maxime? Elle est naïve. Ouais, c'est justement cette naïveté qui est innocente. Et puis à quel mobile aurait-elle obéi, hein? Elle se retrouve seule, sans ressources, attendant un enfant et dans un appartement payable à tempérament. Oh, le crime passionnel. Improbable. Il n'était marié que depuis 8 mois. Alors quoi, le crime crapuleux? La situation de la victime le rend impensable. Et puis encore une fois, ce crime n'expliquerait pas les autres. Alors, patron, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on fasse. On rentre chez soi, Maxime. Ah, tu vois, pour aujourd'hui, c'est suffisant comme ça. Hein. Allez, à demain. Bonjour, madame Fournier.
Le patron n'est pas arrivé? Ah si, il y a un moment, monsieur l'inspecteur, mais il est reparti tout de suite. Il a reçu un coup de téléphone. D'après ce que j'ai compris, c'était le commissariat du 15e. Une femme a découvert le corps de son mari hier soir dans leur appartement. Ah, bon, qu'a dit le patron? Et il a dit que vous le rejoignez tout de suite. Ah, tenez. Il a laissé l'adresse sur le bureau. La voilà, hein? Rue de Vaugirard. Bon, très bien. Ici, monsieur le commissaire. Dans son bureau. Quelle heure? Oh, 4 heures environ. Je ne sais pas très exactement. Votre mari est-il resté dans son bureau tout l'après-midi? Oui, comme à son habitude. Il ne sort que le matin pour visiter ses clients. Quelle profession exerçait-il? Conseiller fiscal, monsieur le commissaire. Grosse clientèle? Assez importante, oui. Il ne se plaignait pas. Aucun malentendu avec ses clients? Non, pas que je sache. Et avec vous, pas de malentendu? Non. Donc hier matin, il est sorti. Oui, il avait un rendez-vous tout près d'ici, et un autre à Auteuil. Il a pris sa voiture? Oh non, monsieur le commissaire. Mon mari ne prenait plus sa voiture pour circuler dans Paris. Il trouvait ça trop fatigant et trop long. Il avait un peu raison. Ça devient un luxe impossible. Le métro et l'autobus lui convenaient davantage. Et vous, madame, êtes-vous restée à votre appartement tout l'après-midi? Non? Où êtes-vous allée? Faire des courses. Où? Pardon? Où ces courses? Ah, je n'avais pas saisi. Eh bien, je suis allée dans les grands magasins, puis rue Tronchet, rue Royale. Quel genre de courses? Je ne comprends pas. Des achats? Oh non, pas particulièrement. Ah. Quand une femme dit qu'elle va faire des courses, ça veut dire qu'elle va voir 1000 choses qu'elle achèterait si elle le pouvait. C'est surtout un prétexte pour s'échapper un peu, marcher. Je sais pas, c'est un but de promenade si vous voulez. Et c'est en rentrant que vous avez trouvé votre mari? Oui. Je suis allée directement dans ma chambre pour me changer, et puis je suis entrée dans ce bureau pour parler à mon mari. Et j'ai appelé le commissariat tout de suite. Ouais. Depuis combien de temps êtes-vous mariés? 12 ans, monsieur le commissaire. Votre mari vous aimait-il? Quelle question? Oui, sans doute m'aimait-il. Comme on aime après 12 ans de mariage. Et vous? Moi? Oui. Aimiez-vous votre mari? Mais... Vous permettez? Je vous en prie. Allô? Allô? Oui, c'est elle-même. Ah, c'est vous, maître. Pouvez-vous rappeler dans, disons, 1 heure, voulez-vous? Mais... Oh, tout cela est inutile maintenant, maître. Mon mari est mort. Oui. Merci. Oui, la police est là. C'est entendu, maître. À demain. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Le notaire? Non. Ah, j'aurais cru. Vous n'avez pas répondu à ma question, madame. Aimez-vous votre mari? Mais oui, monsieur le commissaire. Oui, comme une femme aime son mari après 12 ans de mariage. Sans doute était-ce un huissier. Que voulez-vous dire? La personne qui vous a téléphoné à l'instant, c'était un huissier. Non. Ça aurait pu. Oui, monsieur le commissaire, ça aurait pu. Mais ça n'était pas un huissier, pas plus qu'un notaire. C'était mon avocat. Procès? Divorce. Ah. Ne m'aviez-vous pas dit qu'il n'existait aucun malentendu entre vous et votre mari? C'est quelquefois sur un malentendu, monsieur le commissaire, que l'on persiste à vivre ensemble. C'est votre mari qui avait demandé le divorce? Non, moi. Mais il était d'accord? Non. Il était au contraire opposé. Mon avocat a reçu hier une lettre de mon mari lui confirmant sa position. C'est de cela qu'il voulait m'avertir. Puis-je aller ouvrir? Non, mais je vous en prie. C'est sûrement l'inspecteur Maxime à qui j'ai demandé de venir me retrouver ici. Par ici, monsieur l'inspecteur. Le commissaire vous attend. Je suis venu aussi vite que j'ai pu, patron. Non, nous n'avions pas terminé. Permets? Je suis à toi dans un instant. Oui. Serait-ce indiscret, madame, de vous demander pourquoi vous vouliez divorcer? Oui, c'est indiscret. J'avais besoin de ma liberté.
Liaison? Est-ce que vous appelez ça comme ça? Liaison, oui. Devant le refus de votre mari, qu'envisagez-vous de faire? De le convaincre. Y seriez-vous parvenu? Ce que femme veut, monsieur le commissaire. Maintenant, messieurs, je vous demanderai de vous retirer. Je suis brisée. L'émotion? La fatigue. Je ne quitterai pas Paris sans votre autorisation. C'est ce qu'il faut dire, je crois. C'est exact, madame. Par ici, monsieur. Vous savez ce qu'on dit, patron? Ce que femme veut, le diable le veut aussi. En tout cas, elle a un mobile tout trouvé. Besoin de liberté. Ouais, et je reconnais que c'est là un mobile qui en vaut bien un autre. Et pourtant, j'y crois pas. Et si on envisageait le suicide? Ah, tu veux dire que le conseiller fiscal se serait suicidé parce que sa femme l'abandonnait? Pourquoi pas? Pourquoi pas, en effet. Mais alors, il faudra admettre aussi que la femme de la rue Ordonnaire, que le petit Philippe de Neuilly et que l'ouvrier Zingueur de Saint-Ouen se sont suicidés parce qu'une femme quittait son mari dans le 15e arrondissement. Tu crois pas que ce serait poussé un peu loin la solidarité, non? Ah, je cherche, patron, je cherche, mais... Enfin, le divisionnaire aura peut-être une idée. Pourquoi le divisionnaire? Eh bien, il vous a demandé tout à l'heure, il aimerait vous voir le plus tôt possible. Aïe, mauvais signe. Oh, vous n'avez rien à craindre, patron. Il vous traite en ami. Ouais, je ne compte sur mes amis que lorsque tout marche bien. C'est un calcul exact, et il m'a évité bien des déboires, enfin. Allons-y, hein. Entrez. Ah, c'est vous, Frémont. Vous avez lu les journaux? Si je comprends bien, monsieur le divisionnaire, vous les avez lus aussi. Plaisantez pas, Frémont. Les journalistes ont raison. 4 crimes en 2 jours dans Paris et vous n'avez rien trouvé. Rien. Pas la moindre piste, pas le plus petit indice. Ai-je tort? Non. Nous n'avons rien trouvé. Hein, joli bilan. Oh, à ce point-là, c'est une faillite. Amusez-vous encore, Frémont, pendant qu'il en est temps. Je vous donne 48 heures pour trouver des éléments nouveaux susceptibles de nous éclairer. Passez cette limite, si vous êtes encore bredouille, je vous retire cette affaire et je la donne à Gauthier. Ah ben vous lui ferez là un joli cadeau, dites donc. Je ne vais pas vous blesser, Frémont. Je connais vos mérites et je sais que vous êtes le plus qualifié pour aboutir. Mais le temps nous presse, les événements nous pressent. Nous ne pouvons pas attendre que d'autres crimes soient commis. Reprenons ensemble tous les éléments, voulez-vous? Ouais. Peut-être y a-t-il un détail qui vous a échappé. Oh, je ne me crois pas meilleur limier que vous. Si je suis divisionnaire et si vous ne l'êtes pas, c'est que j'ai sur vous le privilège de l'âge. C'est d'ailleurs le seul qu'il me donne. Seulement, on juge souvent mieux de l'extérieur. Ouais. À force de répéter les faits, on les distingue plus. Entrez. Quoi, qu'est-ce que vous voulez? Je viens recevoir cette dépêche, monsieur le divisionnaire. Oui, bien, lisez-la. Parfait. Commissariat du 8e arrondissement de Marseille. Ce matin, a été découvert à son domicile le cadavre de monsieur Victor Gautron, représentant de commerce. Les conclusions de l'Institut médico-légal étant les mêmes que celles des laboratoires de Paris, l'affaire semble relever de la même origine et intéresser la police judiciaire de Paris. Signé commissaire Frossard. Et de 5. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites, Frémont? Oh, rien, monsieur le divisionnaire, sinon que Frossard semble nager comme nous. Puis s'il nous appelle en consultation, c'est qu'il souhaite se décharger sur nous d'une affaire qui lui semble malsaine. Et vous? Qu'en pensez-vous, hein? Comme vous. Mais il n'est pas mauvais que la police marseillaise partage notre incertitude. Les journalistes vont trouver un dérivatif et nous laisser en paix quelque temps. Qu'est-ce que vous comptez faire? Partir à Marseille, monsieur le divisionnaire. Commissaire Frossard, content de vous voir, Frémont. Moi de même. Inspecteur Maxime, mon adjoint. Bonjour. Bonjour, monsieur le commissaire. Vous restez longtemps à Marseille? Ça dépend. De quoi? De ce que vous m'apprendrez sur la mort de Victor Gautron. Alors vous risquez d'être encore là à Noël, oui. Car nous ne savons pas grand-chose. Pour ainsi dire, rien.
Nous avons été prévenus par le patron de l'hôtel où vivait Gautron. Ah bon, parce qu'il vivait à l'hôtel? Oui, oui, un petit hôtel au mois. Pratiquement une pension de famille. Oui. Surtout une clientèle de retraités. Gautron vivait là depuis une vingtaine d'années. Marié? Non, veuf. C'est depuis son veuvage qu'il s'était installé à l'hôtel. Pour plus de commodité. Ah, mais il travaillait encore? Oui, représentant de commerce dans une fabrique de pâtes alimentaires. Tous les renseignements que nous avons recueillis sur lui sont excellents. Ce qui nous prive naturellement de la moindre piste. 40 ans dans la même maison, estimé de ses chefs, apprécié de ses camarades, pas d'aventure connue et, en tout cas, une vie réglée comme un papier à musique. 10 mois de l'année, il travaillait. Et les 2 autres, il les passait dans un petit hôtel de Perros-Guirec où il allait déjà avec sa femme et dans lequel il avait conservé ses habitudes, voyez-vous. Quand il n'était pas tourné, c'est-à-dire la plupart du temps, car il voyageait de moins en moins. Sa vie à Marseille était aussi régulière. Levé à 7 heures, petit déjeuner à 8 heures dans la salle à manger de l'hôtel, et à 9 heures, il était à la fabrique. De midi à 2 heures, il déjeunait dans un troquet du port, et il retournait à la fabrique jusqu'aux environs de 6 heures. Ouais. Et les soirées? Ah, des soirées comme on rêverait, vous et moi, d'en avoir plusieurs dans l'année, voyez-vous. Jugez plutôt. Jusqu'à 8 heures, il jouait aux cartes avec des camarades de travail, devant un demi. Après quoi, il rentrait à son hôtel pour dîner en regardant la télévision, et couchait au plus tard à 11 heures. Aussi, un matin, quand il ne descendit pas à l'heure habituelle prendre son petit déjeuner, son hôtelier s'inquiéta. Il attendit quelques minutes, puis il monta à la chambre, frappa à la porte, mais comme il n'obtenait pas de réponse, il ouvrit avec son passe. Victor Gautron gisait au pied de son lit. La tête avait porté sur l'angle de la commode. Le médecin appelé d'urgence diagnostiqua une crise cardiaque, mais il refusa néanmoins le permis d'inhumer. Vous connaissez le résultat de l'examen du légiste. Voilà, c'est tout. Ouais. Naturellement, aucune empreinte. Non, aucune. Si ce n'est les siennes propres et celles de la femme de ménage. Et rien n'avait disparu? Rien, autant qu'on ait pu en juger. Eh bien, vous aviez raison, Froissart. Ce qui s'est passé ici ressemble étrangement à ce qui s'est passé à Paris. Oh! J'oubliais peut-être le plus important. Lorsque Gautron a eu sa crise cardiaque, il venait juste de rentrer à son hôtel. Il n'avait pas même eu le temps de retirer son pardessus de voyage. De voyage? Oui, une tournée pour la fabrique, à Paris. À Paris? Il était resté absent 1 jour et demi, voyage aller-retour compris. Et grâce à son carnet de rendez-vous, nous avons reconstitué plus ou moins son emploi du temps. Mais, là encore, nous n'avons rien appris. Non, mais ça ne fait rien, dites quand même. Qui c'est, hein? Eh bien voilà. Il avait quitté Marseille à 14h47 pour arriver à Paris à 23h. 23h. Oui. Il est descendu dans un hôtel près de la gare de Lyon. Le lendemain matin, nous le trouvons à 9h chez un grossiste du boulevard Berthier. À 10h30, chez un grossiste de la rue Cadet. Et 1 heure plus tard, chez un autre grossiste de la rue de Paradis. Oui. Et son carnet de rendez-vous concorde bien avec son carnet de commande. Oui. Et les tickets que nous avons trouvés en sa poche indiquent que ces déplacements ont été faits en métro. Ensuite, il a repris le train à 12h30 à la gare de Lyon et est arrivé à Marseille vers 23h. Il s'est rendu directement à son hôtel et il est mort en arrivant dans sa chambre. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est peu. Ouais. C'est peu et c'est beaucoup à la fois. Qu'avez-vous encore trouvé dans ces poches? Oh, rien d'intéressant. Attendez. J'ai noté tout ça sur un papier à votre intention. Une seconde. Hein? Oui. Voilà. Son carnet de rendez-vous, celui des commandes, ça nous l'avons déjà vu. Oui. Des tickets de métro neufs et usagés. Une petite boîte de dragées vide. Son portefeuille. 300 francs en billets et 27 francs en monnaie. Un paquet de cigarettes et un briquet et la clé de sa valise. Ouais. Dans la valise, peu de choses également. Sa mallette d'échantillon, un pyjama, une brosse à dents et son rasoir électrique. Vous voyez, rien que de très normal. Alors, Frémont, qu'en pensez-vous? Rien. Sinon que la solution est à Paris. Enfin, quand je dis la solution, je suis optimiste. Mais je suis persuadé que si Gautron n'était pas allé à Paris, il serait encore dans un troquet du Vieux-Port à manger de la friture. Et toi, Maxime, qu'en penses-tu? Rien du tout, patron. Ah oui, naturellement, c'est facile. Mais pourtant, patron, je suis troublé par quelque chose. Ah. Mais je sais pas quoi.
J'ai beau chercher dans ma tête, je trouve pas. Oui, quand tu l'auras trouvé, tire la sonnette d'alarme, hein. Bon, en attendant, on rentre à Paris. Oh, votre train n'est pas avant 1h. Allez, permettez-moi de vous offrir un pastis, hein. Ah oui, c'est ça, un pastis. Hein. Vous avez le sens du mot juste, Frossard. En somme, si je comprends bien, le voyage éclair que vous venez de faire à Marseille ne vous a pas apporté grand-chose. C'est exact, monsieur le divisionnaire. Rien. Sauf peut-être la certitude que l'assassin opère bien à Paris. Et qu'il se sert du même procédé pour frapper ses victimes et que celles-ci sont choisies sans discernement. Ouais. J'oserais presque dire, monsieur le divisionnaire, que les victimes ne sont pas choisies, qu'elles tombent par hasard. Hein. C'est dans cette affaire ce qui me trouble le plus. On dirait que l'assassin veut faire la démonstration de sa force, que le nombre de ses victimes l'intéresse plus que la personnalité de chacune. Et son audace me ferait croire qu'il est certain de l'impunité. Ah, ça vous avez raison, Frémont. Il en est certain, en effet. Comment cela? Lisez. Cette lettre était dans le courrier ce matin, postée hier à la poste centrale de la rue du Louvre. Pas de mobile, pas de traces. Le commissaire Frémont n'aboutira jamais. Il ne m'a fallu qu'1 mois pour faire ce crime parfait. Et alors? Votre décision de confier cette affaire à Gauthier tient-elle toujours? Oh, vous voulez rire, non? Oh non, vraiment pas. Mais l'auteur de cette lettre n'a pas tort, je n'aboutirai pas, je le sens bien maintenant. Il me semble que je suis devant un barrage. Et que pour la première fois, je n'arriverai pas à faire une brèche. Ah non, je crois qu'il est plus honnête pour moi d'abandonner cette affaire à Gauthier. Vous compromettriez votre carrière entière pour 1 minute de découragement? Mais si vraiment, monsieur le divisionnaire, c'était un crime parfait. Mais vous savez mieux que moi, Frémont, que le crime parfait n'existe pas. Les crimes impunis sont rares. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils soient parfaits. Ouais. Il suffit d'une erreur tellement infime pour qu'une enquête soit compromise depuis le départ. Enfin, si seulement je pouvais trouver ce lien qui existe entre les victimes. Mais existe-t-il ce lien? Puisque vous venez de me dire que ces victimes avaient été choisies par hasard, sans volonté définie. Mais l'assassin, monsieur le divisionnaire, chacune de ces personnes empoisonnées l'a bien rencontré quelque part, non? Oui. Enfin, car tout de même, il existe, ce bonhomme. Il dort, il mange dans un endroit quelconque, il tue bien quelque part. Eh bien, c'est cet endroit qu'il me faut trouver. C'est cet endroit qui est le lieu commun à toutes les victimes. Entrez. Bonjour, divisionnaire. Bonjour. Bonjour, patron. Je vous prie de m'excuser pour mon retard, mais il y a un de ces embouteillages dans Paris. C'est à ne pas le croire. On finira par aller plus vite à pied. Ça y est. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Frémont? Ça y est, j'ai trouvé. C'est pas pour dire, patron, mais si vous vous expliquiez, ça serait quand même... Je sais où l'assassin tue. Rappelez-vous, monsieur le divisionnaire. Non, souviens-toi, Maxime, des enquêtes que nous avons faites. Oui, je me souviens, mais... En premier lieu, chez la concierge de la rue Ordener. Elle nous a dit que ce locataire allait au cinéma tous les jeudis en métro, parce que c'est direct de la rue Ordener à Pigalle. Oui. Ensuite, la belle-mère du petit Philippe qui donnait à son beau-fils juste de quoi prendre le métro pour aller chez sa grand-mère à l'Étoile. L'ouvrier zingueur de Saint-Ouen, lui aussi, prenait le métro tous les matins à 7h moins le quart pour se rendre à son usine. De même, le conseiller fiscal qui trouvait que c'était un luxe de se servir de sa voiture dans Paris. Vous avez raison, patron. Et c'est le commissaire Frossard lui-même qui nous a dit avoir trouvé des tickets de métro usagés dans les poches du représentant de commerce marseillais. Tous, monsieur le divisionnaire, tous. Tous les 5 ont pris le métro quelques heures avant de mourir empoisonnés. Voilà le lien qui manquait entre les victimes. Le métro. Allez, viens, Maxime. On va faire 2 ou 3 lignes. Vous dites ça, patron, comme si on allait à la pêche. Non, vous êtes un peu ça, Maxime. Allez, en route. Oh, monsieur le divisionnaire, si vous voyez Gauthier, ne lui parlez pas de cette affaire, je la garde. Si encore on avait pris des premières, patron. Il n'y a pas de petites économies, Maxime. Savez-vous, patron, ce qui ressemble le plus à une ligne de métro? Une autre ligne de métro, hein? Je vous le fais pas dire. On avait déjà fait place d'Italie, église de Pantin, je vois pourquoi on fait maintenant en place Ballard, porte de Charenton. Mais à moins qu'il me faille voir une allusion désobligeante. Oui. Non. On est ici pour réfléchir, Maxime. Je connais des endroits plus tranquilles. Oui, mais c'est ici qu'est la solution. Bon, j'insiste pas. D'ailleurs, vous me rendrez cette justice, patron, que je n'insiste jamais beaucoup. Avec vous, du moins. J'ai abdiqué toute personnalité pour n'être plus que l'esclave dévoué de mon maître. Je suis, Sancho Panza. Voyez-vous ça, hein? Oui, vendredi.
Je n'ai pas plus de personnalité qu'un papier carbone. Bah, tu me fatigues, Sancho. Hein. Pardon, patron. À quelle heure ils arrêtent le trafic? 1 heure, 1h30, je crois. Eh ben, c'est une chance. Je fais de la claustrophobie, moi. Je sais pas pourquoi je dis ça, d'ailleurs, puisque ça vous est égal, enfin. Comment je pouvais fumer une cigarette? Ça vous dirait rien, une cigarette? Non. Bon, alors boire un demi, bien frais, à l'ombre, calé dans un beau fauteuil? Non, un demi non plus, ça vous dirait rien? Non. Non, eh ben tant pis. En somme, rien ne vous dit rien. De toute façon, ce que j'en disais, moi, c'était pour vous. Pour vous être agréable, parce que moi... D'ailleurs, vous avez raison, la bière, ça gonfle. Ah oui. Puis le tabac, c'est pas très recommandé non plus, alors. T'avais qu'à emmener des petits bonbons, ça rafraîchit, puis ça occupe. Oh bon. On peut pas penser à tout. Qu'est-ce que vous avez dit, patron? Rien. Mais si à la seconde, vous avez dit... Bah, j'ai pas ouvert la bouche. J'aurais dû amener quoi, des petits bonbons. J'avais bien entendu, c'est formidable. Vous êtes formidable. On descend, patron. On descend. Si, on descend, faites-moi confiance. Ça peut être dangereux, oui. Pardon, madame, pardon, monsieur. Aïe! Sur mes pieds, alors. Qu'est-ce qu'il y a dans les jambes? Ils font des coups, alors. Ouf. Ah là là, le métro, patron, c'est comme les coups de marteau, hein. C'est merveilleux quand ça s'arrête. Alors maintenant, peux-tu m'expliquer Voilà, patron, mais avant, que diriez-vous d'une petite dragée? Est-ce que tu te moques de moi, Maxime, là? Pas de dragée, patron. Vous avez tort, ça rafraîchit et ça occupe. Oui, oh. Bon, allez, faites pas cette tête, je suis sérieux maintenant. Dites, qu'est-ce que vous a répondu le commissaire Frossard quand vous lui avez demandé ce que contenaient les poches de Victor Gautron? Bah, il m'a dit... Il vous a répondu qu'elles contenaient un portefeuille, un briquet, des cigarettes et une clé de valise. Oui, c'est exact. Oui. C'est exact, mais c'est pas tout. Il vous a dit aussi qu'il y avait une boîte de bonbons vide. Alors souvenez-vous, patron. Vous m'avez demandé à mon tour ce que je pensais du crime de Marseille. C'était idiot. Pourquoi, patron? Parce que tu m'as répondu. Rien. Comme d'habitude. Oh, alors vous êtes ingrat, patron. Car j'ai ajouté que j'étais troublé sans pouvoir en définir la raison. Ce qui pourtant aurait été plus utile. Eh bien, patron, cette raison, je viens de la découvrir. Oui, je l'ai découverte lorsque vous avez parlé de petits bonbons. Mais vous voyez, il suffit quelquefois d'une bêtise. Non, hein. Merci. Non, enfin, je veux dire d'un détail stupide. Ah bah bravo. Enfin, bref, je continue. Bon, cette boîte dont Frossard nous a parlé, et qui se trouvait dans la poche de Victor Gautron. Eh bien, cette boîte, patron, je l'avais vue sur la cheminée du petit appartement de Saint-Ouen. Sur le moment, ça ne m'a pas frappé. Il n'y avait aucune raison. Quand Frossard en a parlé, j'ai senti que quelque chose venait d'être dit qui me rappelait quelque chose d'identique. Mais mes idées étaient encore floues. Tu es sûr? Que mes idées étaient floues? Non, que tu as vu une boîte de bonbons à Saint-Ouen. Ah, certain, patron. Une petite boîte carrée en carton, comme les camelots en vendent à la sauvette. Comment dis-tu? Je dis une boîte carrée en carton. Comme on en vend à la sauvette? Hein? Mais tu tiens la solution, Maxime. La mort à la sauvette à la portée de tout le monde et de n'importe qui. Mais voilà pourquoi il n'y a aucune relation entre les victimes, aucun mobile apparent. Non, mais rappelle-toi la réflexion de la belle-mère du petit Philippe. Il revient toujours les poches pleines de bonbons et de sottises qu'il achète en route. Qu'est-ce qu'on fait, patron? Attends. Non, réfléchissons. Le zingueur de Saint-Ouen allait de chez lui au pont de Neuilly en métro. Donc il changeait à la place Clichy à l'Étoile. Le représentant marseillais est allé de la gare de Lyon au boulevard Berthier. Donc lui aussi a changé à l'Étoile et à la place Clichy. Viens, regarde le plan là. Ces deux stations se trouvent sur la ligne numéro 2. C'est aussi sur cette ligne que l'on trouve Pigalle, station à laquelle descendait la femme de la rue Ordonnaire pour aller au cinéma. Tu me suis, oui? Oui. Le petit Philippe a aussi emprunté cette ligne pour se rendre à Medrano. C'est là qu'il faut chercher. Oui. Allez, en route, Maxime. Non, je te conseille particulièrement la place Clichy et Pigalle. C'est là que doit opérer notre vendeur à la sauvette. Sur ce tronçon de ligne commun à toutes les victimes. Compris, patron. Et vous? Moi, je vais aller dans tous les laboratoires pharmaceutiques qui fabriquent de la trigémine. J'ai encore le temps aujourd'hui d'en faire plusieurs. Je finirai bien par tomber sur le bon. Vous croyez, patron, que dans les laboratoires... Non, mais je ne crois rien, moi. Je ne sais qu'une chose. On tue avec un produit qui s'appelle la trigémine. Il faut remonter à la source de ce produit pour trouver peut-être la filière qu'utilisent ceux qui se le procurent. Allez, à tout à l'heure, sans chaud. Sans quoi? Sans chaud, oui. Rendez-vous au bureau. Et comment y allez-vous, patron? En métro. Ça va plus vite. Et puis quoi? On lui doit bien ça, hein? Effectivement, monsieur le commissaire, notre laboratoire produit bien de la trigémine. Je dois vous dire d'ailleurs combien j'ai été troublée en lisant dans les journaux le récit de ces affreux drames. Les journalistes, du reste, n'omettent aucun détail
Bref, je m'attendais un jour ou l'autre à recevoir la visite d'un de vos collègues. Peut-être même aurais-je pris la liberté d'aller moi-même vous trouver. Mais aviez-vous un motif de vous rendre à la PJ? Oui, enfin... Non, c'est-à-dire je n'ai aucune certitude. Expliquez-vous. Eh bien voilà, monsieur le commissaire, il y a quelque temps, une grande pharmacie de Bordeaux nous a passé une commande de trigémine, 50 boîtes. C'est combien de temps? 3 semaines environ. Nous avons fait l'expédition aussitôt, mais le pharmacien nous a prévenu 48 heures après qu'il manquait 10 boîtes à sa livraison. Alors nous lui avons aussitôt renvoyé les boîtes manquantes, avec nos excuses. Et manquait-elle réellement? Eh bien, malheureusement oui. J'ai vérifié mes stocks, il manque effectivement 10 boîtes. Bon, nous verrons cela plus tard. Pour l'instant, nous avons autre chose à faire. Parlez-moi de la trigémine. Eh bien, ce médicament se présente sous plusieurs formes. Monsieur le commissaire, il y a la forme liquide, d'abord, qui est la plus ancienne, et que les malades utilisent en gouttes. Il y a les ampoules injectables. Et enfin, la poudre, qu'il faut dissoudre dans l'eau. Mais il y a 2 ans, ce laboratoire a mis au point une nouvelle formule de médicament perlingual, cette fois, c'est-à-dire que le malade assimile par les papilles de la langue. Mais comment ces médicaments se présentent-ils? Nous avons adopté 2 présentations, les granules et les dragées à sucer. N'est-ce pas? Cela présente plusieurs avantages. Le malade peut emporter avec soi ses médicaments sans risque de les renverser. Il peut les prendre n'importe où. Et enfin, ils conviennent particulièrement aux enfants et aux personnes délicates puisqu'ils sont parfumés comme de véritables bonbons. Parfumés à la réglisse, par exemple? Oui, c'est exact, monsieur le commissaire. Les dragées de trigémine sont à la réglisse. Oui, comme celle-ci? Oui. Oui, exactement. Et qui s'occupe de la livraison? Des manutentionnaires. Recrutés comment? Vous savez, monsieur le commissaire, il est difficile d'exiger de grandes références pour des employés dont le travail consiste uniquement à faire des paquets. Vous n'en renvoyez jamais? Non, nous leur demandons d'avoir un casier judiciaire vierge et d'être sobre. Enfin, nous n'en renvoyons jamais, non, mais enfin, je crois que ça s'est produit une fois. Une fois depuis la création du laboratoire, c'est absolument insignifiant. Et d'ailleurs, j'en ignore même la raison. Le chef du personnel pourrait vous renseigner, probablement. Son bureau est à côté, si vous voulez le voir. Oui, s'il vous plaît. Par ici, monsieur le commissaire. Décidément, Madame Fournier, vous passez votre vie dans le bureau du patron. On ne voit plus que vous ici. Je passais la paille de fer. Le parquet est plein de taches. Ah, vous avez du mérite. Ah non. Je le fais bien volontiers, monsieur l'inspecteur. Le commissaire a été si bon avec moi. Ça lui fera peut-être plaisir d'avoir un bureau propre. Mais sûrement, ça lui fera plaisir. Il y a longtemps, vous le connaissez 2-3 mois. Ah. J'étais en prison. Ah, pardon. Ça ne fait rien, monsieur l'inspecteur. Je m'en cache pas, enfin... Je m'en cache plus puisque j'en suis sorti. J'avais volé dans un grand magasin. Je sais pas ce qui m'avait pris. J'avais pas de travail, j'avais pas d'argent. J'arrivais de la campagne où tout était clair et sans problème. À Paris, je me suis sentie perdue. J'ai eu 3 mois ferme. Quand je suis sortie, le commissaire Frémont m'a trouvé du travail et puis une petite chambre pas loin d'ici. Ça va bien maintenant? Mais je vous demande rien, Madame Fournier. Je sais bien, mais je vous explique. C'était à cause de ça, les jonquilles, l'autre jour. Ah, oui, je sais. Vous n'êtes pas allé encore dans votre bureau aujourd'hui? Eh ben non, pas encore. Nous avons eu trop de travail, voyez-vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en avez aussi, des jonquilles? Oh, vous êtes gentille, Madame Fournier. Je vais vous laisser le bureau, je finirai demain, il est tard. Oui, je reste ici, j'attends le commissaire. Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Bonsoir. Oh, je voulais vous demander, je voudrais pas être indiscrète, mais l'assassin, vous croyez que vous allez le trouver? Nous l'avons trouvé, Madame Fournier. Non. Si, vous êtes la première à le savoir. Je suis bien contente pour le commissaire. Pour vous aussi, naturellement. Mais naturellement. Allez, au revoir, Madame Fournier. Au revoir, monsieur l'inspecteur. Allô? Allô, c'est toi? Oui, c'est moi. Oui, je vais être encore en retard pour le dîner. Oui, le patron n'est pas encore là, il faut que je le voie. Si, attends-moi. Oui, ça y est.
Ah bah je t'expliquerai ça tout à l'heure, oui. Oui, à tout de suite. Qu'est-ce que tu dirais si on allait à la campagne demain tous les deux? Eh ben pour cueillir des jonquilles. Bon bah je te quitte. J'entends le patron qui arrive. À tout à l'heure. Ah, vous voilà enfin, patron. Alors? Et là, ça y est, les coffrets. Oui, place Clichy, dans le hall, derrière les guichets. Ah, mais si vous saviez... Je sais. L'assassin de la femme de la rue Ordener, du petit Philippe de Neuilly, du zingueur de Saint-Ouen, du conseiller fiscal de la rue de Vaugirard et du représentant marseillais, c'est... Oh, laissez-moi le dire, patron. Non, laissez-moi le dire, je vous ai attendu pour ça. Ben, vas-y. Marie-Louise Leprat. Oui. Ancienne femme de ménage à la police judiciaire. Et oui, congédiée il y a 1 mois par le commissaire Frémont pour indiscrétion et ivresse. Engagée comme manutentionnaire au laboratoire pharmaceutique de la rue Carducci et renvoyée 8 jours après pour les mêmes raisons. Ne trouvant plus de travail nulle part, elle décide de vendre à la sauvette des bonbons à bon marché. Un jour à la place Clichy, l'autre jour à Pigalle, un autre jour encore à une autre station, offrant aux usagers ces petites boîtes de dragées. Ouais, et voilà Maxime. Elle vole au laboratoire 10 boîtes de médicaments avant d'être renvoyée. Elle change le contenu des boîtes de bonbons avec les dragées de trigémine. Puis elle attend. Oh, pas longtemps. Une pauvre fille qui avait l'habitude d'aller au cinéma le jeudi descend la station Pigalle, s'achète une boîte de dragées et les savoure doucement en regardant les cow-boys. Un petit garçon désobéissant que sa grand-mère gâtait trop s'achète une boîte de dragées et au lieu d'aller au football, va au cirque Medrano. Un ouvrier s'en achète une avant d'aller à son usine, et un conseiller fiscal aussi, avant de peiner sur les déclarations d'impôts de ses clients. Enfin, un pauvre Marseillais qui avait réglé sa vie comme un petit bonheur tranquille, vient pour son malheur à Paris, et s'achète pour son voyage de retour les bonbons qui le tueront à l'arrivée. Mais patron, comment expliquez-vous qu'il soit mort si longtemps après avoir fait cet achat? Tiens, à moins d'être goinfre, Maxime, il est bien rare que quelqu'un mange une boîte de ces petits dragées tout d'un coup, non? Ouais. C'est au contraire, par excellence, les bonbons que l'on mange lentement, qu'on suçote. La boîte commencée au cinéma ne fut achevée que tard dans la soirée. Une autre, après la journée de travail, fut achevée dans le trajet de Puteaux à Saint-Ouen. La troisième, entamée à Medrano, ne fut terminée qu'à Neuilly, vraisemblablement en cachette. Et c'est après avoir travaillé tout l'après-midi devant son bureau que le conseiller fiscal termina la sienne. Quant à Victor Gautron, il a eu tout le temps entre Paris et Marseille pour s'intoxiquer. Mais le mobile, patron. Mobile? La vengeance, Maxime. Ouais. Et l'idée fixe qu'elle provoque chez les alcooliques. C'est de moi que cette femme voulait se venger. Oui, de moi qu'il avait mise à la porte. Et elle a bien failli réussir, d'ailleurs, quand j'ai voulu abandonner. Et rappelle-toi la lettre anonyme. Pas de mobile, pas de trace. Le commissaire Frémont n'aboutira jamais. Et puis elle ajoutait, il m'a fallu 1 mois pour réussir ce crime parfait. Juste 1 mois, en effet, qu'elle est partie d'ici. Mais le divisionnaire avait raison, le crime parfait, ça n'existe pas. Eh ben, dites donc, patron, elle avait la rancune tenace, hein? La vengeance est un plat qui se mange froid, Maxime. Mais c'est aussi un plat qui coûte cher. 5 morts. Oh, et puis, est-ce seulement de la vengeance? Car, faut-il pas être fou véritablement pour tuer 5 fois? Espérons pour elle qu'elle soit folle. Il est tard, je vais être encore en retard pour dîner, moi. Vous rentrez à pied, patron? Oui. J'ai besoin d'air. Eh ben, je vous accompagne à bout de chemin, alors. Tenez, patron, vous voulez un bonbon? Ah non, alors... Non, n'ayez pas peur. Ceux-là, ils sont vrais.